est endetté. Les populations sont en train de crever. Le peuple crie à la liberté. L'espoir pourrait venir certainement de l'opposition, qui malheureusement peut être balkanisée. Alors qu'il aurait été facile de les voir ensemble, on voit plutôt de plus en plus des gens en train de se diviser. Malgré tout, Bero Ouba et Issa Chiroma, des frères du même contrée, on les appelle à s'unir, mais ils ne s'unissent pas. Ils ne parviennent pas. Ils ne s'entendent pas. Ah, ça c'est un coup que le régime Biya avait déjà d'ailleurs monté. À l'instar de Brenda Biya, la fille de Bero Ouba a aussi fait une sortie pour demander la coalition. Son père va-t-elle entendre son cri, sa douleur, comme la douleur de tous ces Camerounais qui sont aussi en train de pleurer? Les Camerounais ont besoin que les choses changent, comme aussi la jeune fille de Bero Ouba, comme aussi toutes les jeunes femmes, voire Brenda Biya, comme toutes ces femmes qui veulent voir un autre Cameroun. Elle a donc fait appel à son père à quelques semaines de la présidentielle, et ceci est rapporté par nos confrères d'Afrique Informe qui disent que Mariam Bero, la fille du candidat Bero Ouba, appelle avec insistance les forces de l'opposition à s'unir. Pour elle, la seule et unique coalition solide peut empêcher la division des voix et offrir une véritable chance d'alternance. Au moment où on le dit, on se rend compte cependant que les concernés eux-mêmes n'écoutent pas cette voix du peuple. Chacun va de son côté, voulant montrer que c'est lui qui peut avoir raison. Chacun va de son côté pour montrer que c'est lui qui a la côte. Ils sont donc en train de se marcher dessus. Le régime Biya pourra-t-il gagner en divisant le Grand Nord? On se pose cette question. Mais en même temps, c'est quelque chose qui avait déjà été prévu. Vous avez d'ailleurs vu avec quelle facilité, après la démission de Issa Chiroma, directement celle de Bero Ouba est arrivée, sans pour autant oublier que derrière ça, il y a des ministres qui sont en train de négocier. J'avais déjà parlé des notes de renseignement qui donnaient d'ailleurs le régime Biya mal barré. Le journal Jeune Afrique est aussi revenu sur cela. Avant d'y arriver et voir comment le RDPC est en train de trembler, regardons ce que le RDPC avait déjà aussi programmé bien avant. Comment est-ce que le RDPC a voulu piéger et comment le RDPC a voulu et veut diviser le Grand Nord. Écoutons le commissaire. Connaissant, ayant été au cœur du pouvoir de Yaoundé et connaissant ce système de bout à bout, le régime est aux abois. Ce régime est fragilisé. Surtout que Issa Chiroma a été un des griots du régime, certes. Issa Chiroma est ce renard qui est entré, qui est allé rencontrer, qui est entré dans le troupeau des loups
il a commencé à hurler avec les loups. Il a même hurlé plus que des loups. Mais avant que les loups ne se rendent compte qu'il ne faisait pas partie de leur meute, qu'il était un corps étranger, il a démissionné. Et plus tard, et je vous dis, M. Moda, Issa Chiruma a à dire aux Camerounais, il doit parler. Et il faut qu'il parle. Parce qu'il connaît ce régime. Il a parlé pour ce régime. Et il doit aider le peuple camerounais aujourd'hui en mettant ce régime à sa véritable place. en effet, monsieur le commissaire, il est question de démission, mais pas que. Il est surtout question qu'aujourd'hui, les deux démissionnaires se présentent aux élections présidentielles. Bon, je pense qu'en termes de stratégie, ça se comprend. Connaissant le régime de Yaoundé avec sa barbarie habituelle, les seules démissions n'auraient pas certainement suffi pour garantir une certaine liberté aux démissionnaires. Il fallait à la fois, dans la foulée, déclarer la démission, tout au moins annoncer sa démission et déclarer sa candidature pour arborer, n'est-ce pas, cette posture de challenger qui protège d'office les candidats. Ça fait partie d'une stratégie. Et je pense que dans les jours à venir, pour le bonheur du Cameroun, ils vont tous, les démissionnaires d'aujourd'hui et les démissionnaires de demain, plus ceux qui sont sur le terrain et se battent pour un Cameroun nouveau, vont s'asseoir et trouver une solution. On ne peut s'allier, on ne peut compter que sur des septuagénaires, des octogénaires. Est-ce que le parti politique d'Issa Chiroma, comme celui de Belouba, n'ont pas de quadra? Pourquoi se référer toujours à ces octogénaires? Dans tous les cas, je pense sincèrement que Issa Chiruma et Bello Bouba, qui ont démissionné du gouvernement, vont rencontrer d'autres personnes, d'autres opposants, et tous ceux-là qui pensent que l'urgence d'un nouveau Cameroun est là, l'urgence d'un nouveau Cameroun est là. Ils vont rencontrer ces gens et ils trouveront un ou deux candidats qui ne sont pas forcément les septuagénaires. Moi, je prends seulement un cas simple dans l'UNDP. Vous avez un gars, un jeune qui s'est battu et qui s'est battu contre l'UNDP, c'est dans l'extrême nord. Ce candidat, je vais citer le nom, c'est Célestin Yandal, par exemple, qui a tout vécu, toutes les persécutions, et a même perdu son épouse pendant qu'il se battait. Il est allé, on l'a mis en prison, mais il est sorti de la prison et le peuple a décidé que ce soit lui qui soit le maire de Touboro. Aujourd'hui, il est là, c'est un jeune, c'est une figure montante de l'UNDP. Et il y en a d'autres. Même chose au FNSC et beaucoup plus ailleurs aussi. Donc, pour moi, le problème de candidature et de septuagénaires est un problème qui va se régler. Parce que je pense, je peux me tromper, je pense sincèrement que aujourd'hui, Issa Chiruma et Bello Bouba ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour que le Cameroun change. Monsieur le commissaire, là nous voyons en image l'interview qu'a donné Issa Chiroma juste 24 heures après l'annonce de sa démission. Quand on l'écoute, on constate qu'il pose un bilan. Mais le bilan qu'il pose, l'échec qu'il pose de 43 années du
régime Biya. Est-ce qu'il n'est pas comptable également de cet échec-là? Monsieur Moda, il faut que les Camerounais m'écoutent bien. Un État, c'est la tête, c'est le chef de l'État qui donne la voie à suivre. Je vous ai toujours dit que Ahidjo était un président visionnaire qui avait des projets pour le Cameroun et veillait à ce que ces projets se réalisent. C'était un travailleur. Biya était à côté d'Ahidjo. Des gens ont cru à un moment donné que Biya était un travailleur. Non. Biya suivait les instructions que lui donnait Ahidjo. Il appliquait la vision d'Ahidjo. Voilà. Mais sauf que quand lui il est devenu président, sans vision, sans projet, ses ministres ne peuvent rien faire. D'ailleurs, il est connu de tous que lorsque vous travaillez bien au sein du gouvernement Biya, vous êtes persécuté. Lorsque vous vous démarquez, vous démontrez que vous avez quelque chose à apporter sur le plan du travail, vous êtes persécuté et vous êtes démis de vos fonctions. Ou alors on vous colle une histoire et vous finissez en prison. Biya fonctionne comme ça. C'est un problème, le problème du Cameroun, c'est un problème de leadership. Imaginez-vous un président qui ne tient pas de conseil ministériel. Quelle directive, comment va-t-il faire pour donner les directives à ses ministres? Et les ministres qui ne rencontrent jamais le président, sont-ils des extraterrestres pour aller imaginer dans la tête du président ce qu'il pense, ou tout au moins ce qu'il entend faire pour le peuple? Non. Et je vous dis, monsieur Moda, si aujourd'hui Biya n'est plus là, même avec les mêmes ministres, avec un nouveau chef d'État, avec les mêmes ministres, vous êtes présent si ces ministres sanctionnent ceux qui ne travaillent pas, arrivent à promouvoir ceux qui travaillent, vous verrez, le Cameroun changera avec les mêmes ministres. C'est ça le problème. Biya a été un bon premier ministre, un bon secrétaire général à la présidence parce qu'il suivait les instructions d'Amadou Ahidjo. Il implémentait la politique de Amadou Ahidjo. Justement, les ministres, les anciens ministres sont donc jugés, Bello Bouba et Issa Chiroma, sur les péchés qu'ils ont eu à commettre dans le régime Biya. Or, beaucoup de Camerounais aujourd'hui veulent voir n'importe qui. D'ailleurs, Calix Beyal a dit même un chat qui prenne d'abord le pouvoir. C'est une façon aussi de parler, exactement comme l'évêque de Yangoua. Mais cependant, il faut une coalition qui n'arrive pas. Et à partir de cet instant, il y a déjà même des divisions auprès de l'opinion. Et dans cette division, certaines personnes de la société civile ont commencé à prendre position. Si on regarde donc au niveau de la mobilisation, selon ce qu'elles expliquent, celui qui semble mobiliser, électriser les foules, c'est peut-être Issa Chiroma, selon Calix Beyala, qui a donc décidé de soutenir ce candidat. De l'autre côté, on a aussi vu celle qui est souvent appelée comme la maman des avocats, donc Maître Alice Com, longtemps soutien de Maurice Kamto. Alice Com, aujourd'hui, appelle carrément à s'aligner
derrière Issa Chiroma, faute de coalition. Voilà, par exemple, le peuple, le communiqué qu'elle a eu à publier et que je me dois de vous lire un peu. Peuple du Cameroun, frères et sœurs, enfants de la liberté et de l'espérance, je m'adresse à vous non seulement comme femme et citoyenne, mais aussi comme la première avocate du Cameroun. Ma robe, je la porte toujours. Elle n'est pas pour moi un simple vêtement, mais un symbole et une arme. Une arme de vérité, de justice et de liberté. J'ai beaucoup échangé avec Maurice Kamto. Nos discussions souvent passionnées, chargées d'émotions et d'espérance pour un Cameroun nouveau, m'ont conforté dans une certitude. Notre peuple mérite un avenir de justice et de dignité. Mais elles m'ont aussi ouvert les yeux au-delà des rêves et des discours. Il faut l'expérience de l'État, la lucidité de ses réalités et le courage d'affronter ses épreuves. C'est pourquoi, aujourd'hui, mon choix est clair et assumé, soutenir Issa Chiroma Bakary. Parce qu'il a traversé les épreuves de l'État et en est ressorti plus fort. Parce qu'il croit au dialogue, là où d'autres ne cultivent que le vacarme. Parce qu'il veut rassembler, là où d'autres divisent. Un pays ne se construit pas avec des tweets, ni avec des promesses impossibles. Un pays se construit avec de l'expérience, de la discipline et du courage. Certains diront, pourquoi changer? Je leur réponds, parce que seul un insensé continue de marcher vers le précipice après l'avoir vu. Certains diront, Chiroma n'est pas parfait. Je leur réponds, qu'il est. Qui l'est? Montrez-moi un homme parfait et je vous montrerai un menteur. Notre peuple n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de paix, d'unité et d'avenir. Comme Nelson Mandela, je crois que nous avons trop longtemps plié le dos. Il est temps de nous redresser. Comme Desmond Tutu, je crois que sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Avec l'aplomb d'Obama, j'ai dit oui, nous pouvons. Et avec l'ironie assumée, j'ai dit encore, ceux qui ne sont pas contents auront 7 ans de plus pour se plaindre. Peuple du Cameroun, l'heure est venue. L'histoire ne nous attendra pas. L'avenir, c'est maintenant. En soutenant Issa Chiroma Bakary, je fais le choix de l'unité contre la division, de la justice contre le chaos, de l'espérance contre la peur. Parce que ce pays, notre Cameroun, mérite mieux que des querelles. Il mérite la victoire de son peuple. Voter Issa Chiroma Bakary, c'est écrire l'avenir jusqu'à la victoire. Mom love you. C'est bien. Sur la même lancée, bien évidemment, le professeur Abba Yono, qui était aux côtés de Maurice Kamto à Paris, a fait une sortie. Une sortie où il appelle, lui aussi, à voter pour Issa Chiroma. Alors, la question c'est, comment va faire le MRC? Maurice Kamto n'a pas encore donné son avis. Et je vous le disais, qu'il y avait certaines fissures au sein du parti. La position qu'il prend, d'autant plus qu'il est le conseiller direct de Mamadou Mouta, le conseiller juridique. Actuellement, il parle en tant que militant en même temps du MRC, où on voit finalement que tout le monde ne s'entend pas sur le même choix. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai eu à dire dans mon poste qui m'a valu des injures parce que j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. La preuve, c'est que jusqu'à présent, Maurice Kamto, qu'on annonçait le retour,
n'a toujours pas repris sa place de président du MRC. Qu'est-ce qui bloque? Alors que le président par intérim, il est à Yaoundé, selon ce qu'il vous a dit. Maurice Kamto est à Yaoundé, ou plutôt au Cameroun. Mais pourquoi il ne reprend pas le poste? Et pourquoi cette communication? Ou, bien évidemment, vous allez aussi voir qu'après le professeur Abayono, la position de Wilfried Ekanga diffère. Je lis d'abord le professeur Abayono. Notre République, et le titre c'est « L'urgence d'un soutien ferme à la candidature de Issa Chiroma Bakary, une œuvre politique de salut public ». Professeur Jean-Calvin Abayono, intellectuel engagé. Notre République abîmée par près d'un demi-siècle d'exercice dictatorial et inefficace du pouvoir est à la croisée des chemins. L'impératif de sortir de ce bourbier savamment entretenu relève d'un constat de réalité et non point d'un jugement de valeur. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avance à grands pas. L'heure n'est plus à la tergiversation dans notre incroyable contexte de fragmentation ou de division de l'opposition et des manœuvres du pouvoir en face de se maintenir à tous les prix. L'instinct de survie d'un peuple durablement supplicié est en jeu. Laissez perdurer le parti-État qui nous vend du vent depuis des lustres aux grandes dames des générations sacrifiées est éminemment suicidaire. Le choix du candidat de l'opposition qui suscite manifestement beaucoup d'espoir s'impose dans l'urgence de la situation. Issa Chiroma Bakary apparaît dès lors comme cette locomotive à traction rapide, capable de faire renaître les espérances d'un peuple après le massacre politico-juridique du leadership incontestable qu'exerçait le collègue Maurice Kamto. Les raisons qui fondent et déclenchent ce choix, des raisons sont pour les moins objectives. Premièrement, une élection menée dans le cadre d'une circonscription électorale unique et à un tour exige la prise en compte de la corrélation entre la démographie et le sommet politique. De ce point de vue, Issa Chiroma Bakary est le candidat qui emporte, en regard des meetings préélectoraux, une adhésion populaire à nul autre pareil. Le Septentrion ainsi que la partie méridionale du Cameroun assistent à son ascension fulgurante. Deuxièmement, le candidat Issa Chiroma Bakary est un électron libre, de rupture radicale. Il apparaît de toute évidence comme l'opposant qui donne des nuits blanches au pouvoir en place. La menace plurielle dont il fait l'objet atteste de ce que ce leader incontestable fait peur au régime. Troisièmement, le Cameroun étant dans un état de délabrement avancé qui frise la putréfaction d'une dépouille, une situation exceptionnelle, institutionnelle s'impose à nous. L'État n'est plus dans une posture normale qui requiert le choix d'un président classique. Il s'impose à nous l'option d'un régime transitoire, de nature à mettre à plat l'intégralité des problématiques qui minent la marche de l'État. Issa Chiroma Bakary est à ce jour le seul candidat qui propose la vision des institutions politiques de transition à l'effet de fixer de nouvelles bases de changement durable. Quatrièmement, l'intuition du sphinx politique innerve la démarche méthodique du candidat Issa Chiroma Bakary. Dans la tempête ambiante du regard hagard du peuple en quête vitale d'un leader de poids de l'opposition, il a su opportunément se hisser à l'image du phare qui allume la trajectoire brumeuse, frileuse et corrélativement mouvante des oppositions. Son leadership en affirmation gagne en intensité. Comment dès lors ne pas soutenir sa candidature alors même que le temps presse irréversiblement? Il s'y est retranché dans le vif par stratégie politique espérée payante.
sous le bénéfice des constats, des réalités qui précèdent, et sans que ceci soit exhaustif, j'en appelle vivement à la conscience éclairée des électrices et électeurs d'apporter leur soutien massif et décisif à ce candidat intrépide de l'opposition qui engrange espérance et changement politique. La combinaison des facteurs que sont la volonté divine, le courage politique et la pertinence connue et reconnue de mes idées a forcément contribué à la construction de ma notoriété. J'use, ce faisant, de ce modeste statut pour le mettre au service de l'impulsion de la candidature de Issa Chiroma Bakari afin que ce dernier poursuive sa dynamique irréversible vers le statut public tant recherché. Signé le professeur Calvin Abba Oyono. Ça aurait pu donc être quelque chose qui s'arrêtait là, mais sauf que si le professeur Calvin Abba Oyono, qui est le conseiller du président par intérim, Mamadou Mota, eh bien on allait peut-être croire, on allait dire que c'est la position de tout le monde au niveau du MRC. Mais mon petit frère Wilfried Kangaki est aussi le conseiller, lui, de Maurice Kamto. Écoutez maintenant sa logique, ou plutôt ce qu'il écrit ici. Strictement différent, où il n'est pas sur la même marge, la même direction. Suivez parce qu'il a aussi une très belle main d'écriture. Ah ben. Il a de l'humour. C'est un sacré monsieur. La foule réclame Barabbas. Van. Issa. C'est-à-dire, il tire. Van. Après, mais. Issa. Tchatchou. Tu es très fort, le père. Très fort. Ton marabout est d'une efficacité redoutable. En quelques jours, tu as réussi à enfumer tout le monde. C'est grâce à toi que je réalise que le Zonglois peut sortir de prison aujourd'hui, se présenter à la présidentielle à 3 semaines de l'élection. Et tous ceux qui criaient encore hier, justice pour Martinez, se mettront à chanter ses louanges et à le désigner comme l'homme du changement, en expliquant sans aucune gêne que pour chasser Biya, même si c'est le diable, on prend d'abord. Et ils se mettront à penser sérieusement que le Zonglois peut faire tomber sans effort une dictature de 43 ans, soutenue par les services secrets français et israéliens, qui viennent à peine d'écarter leur adversaire le plus dangereux de la manière la plus grotesque, de surcroît en public. Tout ceci parce qu'ils ont été incapables de descendre dans la rue depuis le 5 août pour défendre celui en qui prétendait pourtant croire depuis 2018. 7 ans, voire depuis 2012 pour beaucoup. La fuite en avant, la recherche du raccourci et de la solution facile, chose qui n'existe pas face à une dictature de cet acabit. L'amnésie pathologique qui vous pousse à oublier chaque matin ce qui s'est passé à peine la veille et à fonctionner comme si on était dans un état de droit où l'arbitre respecte les règles. Et ce, même après que l'arbitre a apporté la preuve qu'on est en fait dans un non-état et qu'il est encore plus perfide, plus cynique, plus méchant, plus malhonnête et plus violent que dans nos imaginaires les plus osés. No thanks. Cher Van, Issa, Tchatchou, j'aurais pu, dans une autre vie, t'apporter mon soutien. Sauf que ce n'est pas à moi de chercher des raisons de te choisir. C'est plutôt toi de m'en donner. Or, pour l'instant, tu ne m'en as fourni aucune. Mais alors aucune. Pire encore, j'ai plutôt 1001 raisons de ne pas te suivre. Tu comprendras qu'il m'est impossible d'oublier un homme qui a mis plusieurs années à me convaincre de son sérieux pour un autre qui veut le même soutien en quelques jours. Et tout sans avoir mouillé le maillot pour le mériter.
Il y a 2 semaines à peine, l'un de nos cadres, Jean-Pierre Boucher, s'est vu intimer l'ordre de quitter la ville de Garoua pour avoir simplement voulu faire un court détour par le siège du parti. Mais pendant ce temps, toi, tu peux tenir des meetings et rassembler des foules sans être inquiété, le moins du monde. Comment est-ce possible? Qu'as-tu donc que nous n'avons pas? Quel est cet ingrédient miraculeux qui te libère la voie là où elle nous a été systématiquement barrée? What's your secret? Devant l'absence de réponse à ces questions, je resterai ferme dans mes positions, telles que je l'ai promis il y a un mois. Je continuerai de défendre le leader pour lequel je me suis engagé. Quand bien même, il me demanderait en personne de voter pour toi. Je ne le ferai pas. Car je ne crois pas aux urnes dans les circonstances actuelles. J'ai beau retourner la chose dans tous les sens. Je ne vois toujours pas dans quel univers tu incarnes le changement, ni dans quelle galaxie tu pourrais défendre ta victoire face au rouleau compresseur de la fraude biaïste. Alors même que tu étais aux abonnés absents pendant tout ce temps, où nous réclamions la liste électorale nationale, pourtant censée faciliter les dépouillements, y compris pour le néo-opposant que tu es depuis fin juin. Encore faudrait-il que tu aies une victoire à défendre. Je n'imagine pas un instant que ce régime que tu sublimais encore il y a quelques semaines a éliminé un concurrent qui pouvait le battre et défendre son triomphe. Et défendre son triomphe tout en laissant un autre concurrent qui peut le battre et défendre son triomphe. C'est illogique. Et il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Veuillez nous excuser. Nous avons reçu un coup de fil que nous prendrons juste après. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est même très gros. Voilà pourquoi ma priorité est ailleurs. Elle réside dans l'application de l'état de droit et non dans la recherche désespérée des bonnes nouvelles et des voies de contournement, à l'instar de ce cirque prévu le 12 octobre par le cartel de Yaoundé pour vendre cette mascarade comme une élection démocratique pluraliste. Alors qu'on sait très bien que tout est plié depuis le 5 août. Et je ne vois nulle autre solution que la revendication populaire massive, comme en Côte d'Ivoire, ou au Népal, car le pouvoir ne se gagnera pas, il s'arrachera. L'enjeu ici est donc la dissolution de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et la reconstitution de ces organes par des agents compétents issus des différentes formations politiques principales. Dans la foulée, la réorganisation du processus électoral depuis le début, avec le réexamen des candidatures afin que chacune soit validée ou éliminée, uniquement selon la loi, et non selon les caprices et les ordres reçus par. On pourra aller aux urnes, et cette fois pour de vrai. Je répète, j'affirme, je déclare qu'il n'y a pas d'autre issue. Et pour donner la force aux compatriotes du Cameroun et les encourager à descendre par millions dans la rue pour réclamer leurs droits le plus tôt possible, de préférence avant la parodie électorale du 12, la diaspora organise devant le siège de l'ONU ce 26 septembre à Genève, place des Nations, une manifestation gigantesque qui fera date. Tant il est vrai que l'ONU a démontré sa complicité en début d'année en organisant des réunions secrètes avec l'ECAM pour légitimer la forfaiture électorale. Seule la lutte libère. Aucune dictature n'a jamais vaincu un peuple déterminé qui connaît ses droits et qui les réclame, sans demander de permission ni chercher les chemins colorés tracés par le chasseur pour attirer le gibier dans une embuscade. Tel est, à mes yeux, de façon objective et lucide,
le seul enjeu intéressant. Je ne serai donc pas le figurant d'une pièce de théâtre déjà écrite à l'avance par Ngongo, la France et Israël. Bonne chance à ceux qui y croient. Ce ne sera pas la première fois que la majorité se trompe. Ekanga, Claude Wilfrid. Entre le diable et Satan, je choisis de garder mon âme. Mesdames et messieurs, il a aussi raison, il a sa façon de réfléchir. Mais aujourd'hui, les Camerounais, comme disait l'évêque, sont obligés de s'accrocher, comme disait Kodok, au serpent quand on se noie. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup choisissent Issa Chiroma parce qu'ils s'estiment que lui qui est descendu dans la rue, qui a participé parfois à des casses, et qui d'ailleurs c'est qu'il est à un tournant irréversible au regard du nombre de dossiers qui l'attendent. Au regard du nombre de dossiers qui l'attendent. Il sait donc pertinemment que c'est le moment pour lui soit d'aller, de gagner, pour aller étudier par tous les moyens. À défaut de ça, ce sera donc Kondengi. Mesdames et messieurs, Issa Chiroma, aujourd'hui donc, dans cette situation, a été choisi parce qu'on dit qu'il peut aller au casse-pipe. Faut-il lui faire confiance? Pour l'instant, beaucoup lui font confiance. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il y a au moins 3 positions au niveau du MRC. Ceux qui veulent soutenir Bello, ceux qui veulent soutenir Issa Chiroma, ceux qui ne veulent personne, et tout ça comme tu n'as pas encore parlé. Pour l'instant, Issa Chiroma, c'est le cheval qui actuellement est en tête de peloton. Va-t-il réussir sa course? Je reviens avec le commissaire Ebene dans son analyse. Je répondrai à cette question par oui et par non. Alors, oui, parce que, M. Moda, tous les clignotants sont ouverts pour que le pouvoir rentre au nom. Même au sein du RDPC, au sein de la famille présidentielle, ça se discute. Ils sont clairs et ils sont unanimes que c'est par miracle que Biya pourra être élu. Je ne parle pas de déclarer vainqueur. Élu au soir du 12 octobre. Monsieur le commissaire, ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit élu, c'est la déclaration qui sera faite par le Conseil constitutionnel. Et j'en viens, monsieur Moda. Expliquez-moi. D'abord, il faut reconnaître que le RDPC est divisé. Et aujourd'hui, il y a des gens au sein du RDPC qui souhaitent l'arrivée de l'opposition au pouvoir. Il faut relever tous ces dysfonctionnements que nous connaissons tous. Et il n'est un secret pour personne que Biya ne gère plus le Cameroun. L'homme qui gère le Cameroun, c'est Ngongo. Le pouvoir peut effectivement retourner au nord, mais à plusieurs conditions, Moda. Lesquelles? Vous savez, moi, je vais dessiner des schémas clairs. Aujourd'hui, Bello Bouba et Issa Chiroma, s'ils s'unissent, s'ils s'unissent, tout au moins, entre les deux, l'un, tout au moins, choisit un candidat. Je peux vous rassurer que l'électorat qui votera ce candidat, quand je dis électorat, il peut être du nord, il peut être du sud, il peut être de l'est ou de l'ouest. L'électorat qui votera ce candidat de la coalition sera au moins de 55%. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Maintenant, si Maurice Kamto, parce que, jusqu'à preuve de contraire, je pense que Maurice Kamto recherche le changement. Il a besoin du changement. Tout au moins, il suit la dynamique et il écoute les pleurs des Camerounais.
dans le sens, tout au moins cette population qui veut un nouveau visage à la tête de l'État. Si Maurice Kamto suit la dynamique de l'unité du Grand Nord, il a, parce qu'il ne faut pas se leurrer, parce que Maurice Kamto a au minimum un électorat qui lui est fidèle, disponible, il est au moins de 20%. Vous êtes certain de ce que vous dites? Je suis certain parce que à l'élection présidentielle, parce que même on lui a donné 14, et poussière. C'est moi, sachant comment ça fonctionne, on a minoré un peu. Donc il a son électorat disponible de 20%. Si Maurice Kamto s'allie dans la dynamique des gens qui veulent le changement et s'associe avec les gens du Grand Nord, c'est 75% de l'électorat. Avec ça, le régime en place ne peut pas voler l'élection. Ils n'auront pas d'autre choix. Et surtout que je souhaiterais, dans cette perspective, de voir un Maurice Kamto, un Bélo Bouba, en plein meeting à Yaoundé, en plein meeting à Douala. Vous imaginez ce que ça fera? Le régime le sait. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour que ces coalitions n'aient pas lieu. Ils croisent les doigts. Ils observent. Et jusqu'à présent, monsieur le commissaire, excusez-moi, oui. Jusqu'à présent, Maurice Kamto n'a pas donné d'ordre de vote. En fait, je vais vous dire, monsieur Mouda, moi je pense que Maurice Kamto ne doit même pas se presser là en ce moment. Même la publication, s'il y a fusion entre les candidats du Grand Nord, il faut qu'il le fasse le plus tardivement possible. Parce que il est possible que le RDPC change de candidat. Vous ne le savez pas peut-être. Ça veut dire qu'ils sont en train d'observer. Si l'opposition va en rang dispersé, ça ouvre la voie à Biya de gagner, de déclarer gagnante. Même si nous savons que si le Grand Nord ne s'unit pas et que Maurice Kamto rejoint par exemple Issa Chiruma, ils auront au moins 35% de voix. Ou ils rejoignent Bélo Bouba, ils auront au moins 35% de voix. Pendant ce temps, le RDPC viendra avec peut-être les 25 et poussières. Et ils sont donc, ça leur donne une possibilité de modifier le score. Parce que c'est ça la réalité dans cet enjeu. C'est pour ça que je vous disais, non, ce n'est pas encore acquis que le pouvoir rentre au Nord. Si les deux candidats du Nord ne s'unissent pas, même si moi j'ai ma préférence dans ces deux candidats, et je vais vous dire pourquoi. Ma préférence dans ces deux candidats, c'est Issa Chiruma. Et pourquoi? En réalité, M. Moda, Issa Chiruma est dans une posture déterminante dans cette élection. Moi, je l'ai dit dès le départ, parce que je connaissais les enjeux. Moi, nous sommes en exil, et nous savons les combats que nous avons menés pour expliquer au soutien de Biya, à l'international, que Biya va amener le Cameroun vers l'abîme, vers le désastre. Issa Chiruma était ministre de la Communication, c'est l'homme qui a beaucoup brouillé nos messages à l'international. La voix d'Issa Chiruma que vous voyez la porte à l'international. Issa Chiruma est dans une posture où, si il n'a pas d'autre choix que de gagner cette élection et de revendiquer sa victoire, parce que s'il ne le fait pas, il finira en prison. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, mais M. Moda, moi, parce que bon, ça s'est arrêté. Mais peut-être au bon moment. S'il ne le fait pas, il ira en prison. Nous nous arrêtons d'abord là. Où est Paul Biya? On l'a donc vu avec un général. Il faut toujours que ce soit des étrangers qui viennent nous montrer que Paul Biya est toujours là. Et au moment où ce Paul Biya apparaît, nous avons eu cette information. C'est que Paul Biya doit aller dans un hôpital à Genève. Et il doit se soigner. Mais on nous a dit que Paul Biya se portait très bien. Donc, à l'instant T,
Le cabinet civil n'a pas encore communiqué. Mais un jet privé, voire médical, pourra venir récupérer Paul Biya à Yaoundé pour aller le rebooster. Quand va-t-il rentrer? Dans la mesure où nous savons déjà que la campagne va commencer. Et d'ailleurs, c'est dans cette lignée et dans cette lancée que nous avons eu, il y a quelque temps, une information de ceux-là qui se présentent comme ces communicants, tel Hervé Claude Mboussi II. Il dit ceci, il écrit ceci. Branle-bas au palais de l'unité. Paul Biya prend lui-même en main sa campagne électorale. Le candidat du RDPC a pris de vitesse tout son entourage immédiat. Paul Biya a décidé d'aller partout où le peuple l'a sollicité. Il a instruit Samuel Vondayolo d'informer Jean Côté de sa décision d'aller à Bertois. Pendant cette étape, le président Paul Biya demande que toutes les dispositions soient prises en vue de l'inauguration du barrage de Lompangar. On devrait vous dire que Paul Biya était à Bertois pour l'inauguration de Lompangar. La première pose de la pierre, c'était en 2012. Donc 13 ans après, il repart déjà là-bas. Alors qu'on dit qu'il y a encore beaucoup de fissures là-bas. Problème. On dit que Paul Biya va passer un peu de temps là-bas. Mais sauf que, voilà le même Paul Biya qui doit aller à Genève. Et puis, il y a un problème. Il va dormir où? Le palais de Bertois, il faut le savoir, est abandonné en jachère. Aucune réflexion n'a été faite là-bas. Il va dormir à la Belle Étoile. Bon, tiens, passons. On dit que Paul Biya ira aussi à Douala. Paul Biya tient lui-même à magnifier la modernisation du port autonome de Douala, dont il a tracé la voie en 2011 et dont il suit personnellement les grandes avancées futuristes. Là encore, c'est une bonne chose. Mais sauf que, là-bas à Douala, Paul Biya qui va aussi faire des grandes cérémonies, qui va voyager à travers le Cameroun, il revient, il va dormir où? Encore un problème de palais. Le palais présidentiel, c'est à Bonadjo. Or, ce palais présidentiel a été construit par Aïdjo. Ce palais présidentiel, la dernière fois que Biya a tenté d'aller là-bas, il rentrait d'Abuja. Et il s'était arrêté à Douala. Nous sommes le 1er octobre 2011. Il avait donc envoyé ses gardes et consorts pour arriver là-bas au niveau de Bonadjo. Quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait les algues, les grenouilles, dans le palais présidentiel de Paul Biya, qui pourtant a entretenu à 100 millions par an. On avait déjà tout emporté. Et c'est comme ça que Paul Biya avait fui. Il était obligé de prendre la route en pleine nuit. Là, Paul Biya ira à Douala. Il va dormir où? À l'hôtel à quoi? Ou bien il va aller dormir dans l'hôtel d'un particulier Bamileke. Ce n'est pas une honte, ça? Avec tout ce que... Mais le palais aujourd'hui, derrière, il y a les gibiers, il y a les serpents, et il y a même les fumeurs de chanvre qui sont là-bas. C'est là-bas où Paul Biya va aller dormir. Enfin, c'est bien. Puis on nous dit qu'après ça, Paul Biya ira à Maroua, dans l'extrême nord. Fille aînée du renouveau national, Paul et Chantal Biya, ils séjourneront pendant 3 jours. Vous vous rendez compte? C'est quelle sorcellerie ça? Paul Biya peut faire 3 jours à Maroua. Vous vous rendez compte que la dernière fois que Paul Biya est parti à Maroua, c'était en 2018. Et quand il est arrivé à Maroua, on était obligé de refaire une route avec beaucoup de poussière. Et Paul Biya était fatigué. Il avait demandé aux gens d'aller voir le palais de Maroua. Arrivé là-bas, ils ont trouvé que c'était dans un état délabré. C'est toujours Aïdjo qui avait construit ça. Et malgré le fait que ça avait été rénové, il n'y avait même plus de ligne, il n'y avait même pas de matelas. Paul Biya a été obligé de fuir, de s'enfuir. Paul Biya il va dormir où? Dans l'auberge? Ou bien il ira dormir chez Kavaye et Djibril? Vraiment, ça c'est... Vous voyez la honte de ça? De retour dans le centre, Paul Biya a décidé d'aller à Monatélé, dans l'allée qui est... Ah là aussi c'est magnifique. Là il avait commencé la campagne en 92. Mais sauf que là-bas aussi à l'allée qui est... Là Paul Biya va aussi faire ceci et cela. Bon, là encore... Les études vont lui dire que le simple palais qui avait été construit ici par Amadou Aïdjo, à Batenga, là où il y a les chutes,
Paul Biya était incapable d'entretenir ce palais-là. Parce que ce palais, vous vous rendez compte, en 71, Amadou Wadi Diop avait reçu là-bas le président français Georges Pompidou. Aujourd'hui, ce palais, c'est un adjudant qui est parti, s'est installé dans ce palais, a commencé à faire des champs, brûler les herbes, récolter les arachides, mettre le manioc dans le palais présidentiel de Paul Biya. Et c'est là-bas où il va partir. Hein? Bon, continuons. Fait inédit, le président Paul Biya entend aller à Konon, citer de ses belles années de séminaire, de séminaristes, au petit séminaire d'Akonon, c'est-à-dire chez moi, dans le département de la Mofou et à Konon, même sur Akonon, c'était un souhait, vraiment, soyons sérieux. Si c'est ce qu'on est en train de parler là, et à quoi là-bas à Konon, qu'il a laissé. Donc, Biya ne sait même pas que, aujourd'hui, le petit séminaire là est fermé. Il ne sait pas. Et à quoi? Il va dormir où? Bon, enfin, passons. On dit qu'il a lui-même, qu'il ira lui-même partout où les Camerounais l'attendent. Depuis hier nuit, chacun, de par ses responsabilités, les principaux collaborateurs du président Paul Biya sont dos au mur. C'est le branle-bas au palais de l'unité. Le SGPR, Ferdinand Gongo, le DCC, Samuel Wandayoro, et toutes leurs équipes, le directeur de la sécurité présidentielle, le commandant de la garde présidentielle, tout est allé très vite hier. Tous attendent la validation d'un autre projet de programme, contre-pied parfait. En plus, Paul Biya suit personnellement l'intense déploiement qu'il vient d'instruire. La présidentielle de 2025 est lancée dans le camp. Le président candidat a fixé le cap. Ces hommes vont se déployer rapidement sur le terrain et revenir vers lui pour qu'il décide définitivement. Mais attendez, le voilà qui est donc en train de partir où? Il est en train de partir, on dit que maintenant il se prépare pour aller en Suisse, dans un hôpital. Il allait faire le marathon là comme ça? Ou bien il va seulement faire 3 jours là-bas puis il revient là? On dit même que il va aussi aller flatter ses frères Boulou de Boloa. Mais le palais de Boloa a été rénové à combien? À 1 milliard, le palais présidentiel. Mais un mois après, 18 écrans plasma avaient été volés. On a tout pillé. On dit qu'il ira, lui il n'ira jamais au Nozo. Hein. En 2011, il disait qu'on part au Nozo. En 2018, on l'a annoncé là-bas. Et finalement, il n'est pas allé. Donc le Nozo, ça ne l'intéresse pas. Hein. C'est seulement l'extrême nord qui l'intéresse. Il ira en Gandéré. Ou dans des comptes. En 1975, Aïdjo inaugurait ce palais-là avec la gare ferroviaire. C'est l'un des plus beaux. 6 immeubles d'une beauté architecturale, avec d'ailleurs des murs de 8 mètres de haut. Mais Biya a abandonné ça en brousse pour des serpents. Comment il pourrait aller là-bas en Gandéré? L'autre fois, c'était à Bamenda. Là, il est parti, c'était en 2010. Pour le cinquantenaire, le quarantenaire de l'armée, le cinquantenaire de l'armée camerounaise. Mais, c'est ce jour-là où il a reçu Frundi. Le palais avait été rénové à 500 millions. Ce palais est actuellement abandonné. Regardez celui de Boya. Même chez lui au sud encore, pas seulement, comme je parlais de Boloa. Et il y a celui que Aïdjo avait construit sur les bords, sur la plage, au bord de la plage, à Kébi. C'est là où les personnalités venaient. Ce palais est abandonné. Et on dit que Paul Biya va partir là-bas, il va aussi saluer les gens, il va courir, il va nager. Hey, vous êtes en train de vouloir nous raconter quoi là? Regardez le palais qu'Aïdjo avait même construit. Là où Brenda a dit que il y a les monstres, les sexy et consorts là, qui viennent la guetter. Hein? C'est au niveau du Mont Fébé. La résidence des hôtes. Aïdjo avait construit ça. Mais cette résidence est au milieu des herbes. Et pourtant, on sort des milliards, soit disant que c'est pour l'entretien. Chaque palais, 100 millions. Qui est-ce qu'on a vu là-bas? La dernière fois, je crois que c'était le roi du Maroc, qui était là lors du sommet France-Afrique. Je crois que c'était en 2001.
puis il était revenu lors d'une tournée en 2004 où lui-même il a fui. Donc, vous êtes incapable d'entretenir des palais et vous dites que vous allez faire des tournées dans des régions. La honte. Regardez la petite Guinée équatoriale, là où on voit Obiangeba. Il va à Bata, ils font 6 mois. Il va de l'autre côté, il fait encore 6 mois. Le gouvernement, il se déplace avec son gouvernement. Si Biya entretenait ces palais, ils auraient été des sources de revenus. Regardez à Johannesburg. Le palais présidentiel, les gens vont le visiter. Même la Maison Blanche. La Maison Blanche, il y a les visiteurs. Comment les palais peuvent être abandonnés? Il préfère aller vivre en Suisse. Et c'est là-bas où il est en train de repartir. En Suisse, à Genève. Et vous dites que 43 ans, incapable d'entretenir un palais, même celui d'Etoudi est abandonné. Et vous dites que ça, c'est un président? Il a mis tout en cause, il a tout détruit. C'est incroyable. Quand je regarde ça, au pavillon de Marois, il ira faire quoi là-bas? Vraiment, c'est pas possible. De toutes les façons, Biya, qu'il visite donc, comme les évêques ont dit, qu'il doit faire 10 régions. Les candidats doivent faire 10 régions. C'est là-bas alors où vous aurez les appareils photos. On verra si la DSP va encore dire que ne filmez pas. Biya, on t'attend là-bas. Va d'abord, on va te pomper avec les injections là, puis tu vas réapparaître. Et avant de disparaître. Mais pour l'instant, on le sait très bien. Au regard de ce qu'on détient comme information, c'est que le régime Biya, aujourd'hui, est mal parti. Et que le RDPC, lui-même, regardant les sondages, sait que Paul Biya, avec le divorce avec le Grand Nord, est mal parti. Et qu'il va chuter. Immédiatement, dès l'accession du président ou de la magistrature suprême, il y a un divorce avec le président. Okay. Ce divorce a marqué le Grand Nord. Alors, les paramètres qui nous permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme, un bicéphalisme à la tête de l'État, entre Aïdjo et Biya. Okay. Le coup d'État manqué le 6 avril 1984, à son contexte de milliers de morts. Okay. L'enterrement du président Aïdjo à l'extérieur du Cameroun, au Sénégal, avec son épouse et sa fille aînée. Okay. L'arrestation et la condamnation de certaines grandes élites du Grand Nord, particulièrement Marafa Amidou Yaya, il y a Mohamed Amadou Bameke, peut-être il y en a d'autres. Ça, c'est Mouté Ambassa. Ah, peut-être qu'il faut que je vous laisse ça. Oui, bon, ok. Je vous laisse ça. Je vous fais écouter ça parce que... Pour vous dire. En fait, pour moi, le verre était dans le fruit, madame. Le verre était dans le fruit. Donc, il fallait attendre juste le moment opportun. Alors, le départ est devenu inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Paul Biya n'était plutôt pas accessible par la majorité des responsables du pays. Tous en parlent dans les journées, même si devant les gens ils font semblant, tous en parlent. Et donc, à côté de ça, les intermédiaires qui avaient entre le président et le reste des hauts responsables fonctionnaient avec une certaine condescendance, évidemment, qui mettait mal à l'aise les autres collaborateurs du chef de l'État. Et donc, M. Belobou Amaïgari et puis Djuruma ont manifesté clairement, et ils l'ont dit dans leur sortie, que ça n'allait pas. Il a pu rencontrer le président pour discuter des sujets qui concernaient les plateformes, les alliances, et de manière à voir des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qu'il y allait faire pour apporter des corrections. Alors face à cette difficulté pour eux de rencontrer le chef de l'État, ils ont décidé de mettre le plan B en marche. Le plan B pour eux, c'était quoi? Aller à la conquête du pouvoir, parce qu'ils estiment que le président n'est plus en capacité. Et puis le président n'étant plus en capacité, il faut bien qu'il soit remplacé, par exemple pour laquelle il décroche. Et puis il essaie de se mettre à la propre compte pour aller challenger le président de la République. Alors, pour nous, au DPC, qu'est-ce que
cette rupture d'alliance aura comme impact. Nos années de quelques décennies sont parties, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ce sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il vous ment. Il ment le chef de l'État. Il cherche seulement, parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé beaucoup d'aptitudes à flamborner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand on n'est pas bon entre Garo et Barois, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay? Donc le chiffre de l'ECAM parle, madame, le chiffre de l'ECAM parle. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Okay? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés de l'antérieur, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le RDPC a eu en 2018, le Blanc a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 750 000 moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections avec 1 700 000 voix. Si les autres ne coalisent pas, maintenant, si les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. Ils pourront nous battre. Donc, ceux qui essaient de faire croire que ce départ de représenter hier, je crois, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut faire attention. Nous devons faire attention. Je vous remercie, madame. Ce qu'il dit, d'ailleurs, a été confirmé par Jeune Afrique, comme je l'ai fait aussi la semaine dernière. La semaine dernière, je vous parlais d'une note de renseignement. Et bien évidemment... Paul Biya prêt à reculer pour un 8e mandat au Cameroun, c'est notre... Non. On va d'abord arrêter. On va arrêter. Je disais donc que les notes de renseignement, également, Jeune Afrique les a partagées, ces notes de renseignement que j'avais déjà eu à publier, et qui disaient bel et bien que Paul Biya... Et celui qui parlait là, c'était Mouté Ambassadeur, Robert Joseph, qui est membre du comité central du RDPC. Je reprends donc, parce que Jeune Afrique a fait un article spécial. Vous voyez, quand je vous donne une information en exclusivité, vous croyez que, moi je vous ai dit, je détiens toujours la primeur. Comme je vous ai dit, Biya s'apprête donc à partir, se faire soigner, pour revenir. Il avait dit qu'il ne partait plus en Suisse. Vous voyez, après 43 ans, ce monsieur... qui dit qu'il a formé, qu'il a les plateaux médicaux. Mais vous vous rendez compte que le ministre de la Santé nous disait que on a les plateaux qui dépassent ceux de l'hôpital américain et du monde entier. Pourquoi Paul Biya ne se soigne pas au Cameroun? Pourquoi les ministres ne se soignent pas au Cameroun? Honte à toi, Mandauda Malaki, prophète Malaki. Et malgré tout, quand Paul Biya décide maintenant d'aller sur le terrain, il avait abandonné le Cameroun depuis. Maintenant, il dit qu'il va faire une tournée. Il va faire une tournée à quelle heure? Quel est le bilan? Je vous donnerai plus tard le bilan, mais pour l'instant, nous avons ici ce qu'il disait que les élections, bien évidemment, l'historique de l'élection de 2018, selon cette note de renseignement que je vous reprends, le corps électoral était en 2018 de 6 600 000 électeurs, votant 3 500 000 RDPC alliés, 2 500 000 votes, opposition coalisée, 1 million de votes, abstention, 3 100 000 électeurs. Et dans cette note de renseignement, que Jeune Afrique a aussi exactement publié comme moi, et que je vous reprends encore, parce que j'avais publié en premier, événement nouveau avec impact sur les chiffres de 2018. Rupture Alliance RDPC, UNDP et FSNC. Coefficient de correction, moins 20% du RDPC égale moins 500 000 électeurs. Plan et mécontent interne, RDPC et coalisé, coefficient de correction, moins 15% du RDPC. Ça fait donc moins 225 000 électeurs. Et puis, élection 2025, situation de départ simulée. Nous avons ici de départ simulé. Nouveaux inscrits, 1 500 000 électeurs.
Inscrits 2018, 6 600 000 électeurs. Code électoral 2025, 8 100 000 électeurs. Et puis, je vous ai dit qu'eux-mêmes, ils avaient simulé, avant qu'ils n'éliminent Kamto, qu'il allait avoir 2 millions, pouvoir avoir 2 667 500 au meilleur des cas. Et Kamto, 2 497 500. Et que Bello Bouba, il savait dire que Bello Bouba, on va l'éjecter. 1 200 000 voix. On ne voyait donc pas Issa Chiroma, puisqu'on avait tout simplement dit que les autres, dont les Cabral Libye et toute la bande de la Joshua aussi, n'allaient avoir que 710 000 voix. Et l'abstention allait être à 1 225 000 voix. Ça, c'est ce qu'ils ont eu à dire. Donc, quelque part, après avoir maintenant, parce que jusque-là, on ne voyait pas, parce qu'ils avaient d'ailleurs demandé que Maurice Kamto ne soit pas éliminé, mais qu'il soit là pour que les voix du Nord soient dispersées. C'est pour ça que certains ne veulent pas la coalition. Donc, le potentiel départ RDPC allié, sans UNDP, FLCNC, c'était le 2 500 000 votants en 2018, moins 500 000, moitié Grand Nord, moins 225 000 mécontents RDPC et alliés. Ça fait que ça faisait 1 775 000 électeurs. Potentiel de départ opposition coalisée, 1 million de votants en 2018, plus 500 000 moitié Grand Nord, plus 225 000 mécontents RDPC alliés, ça fait 1 725 000. Et en fin de compte, ils trouvaient que le RDPC est allié, parce que je ne vais pas plus loin, je rappelle juste, pouvait avoir 2 667 500, donc avec les moments et consorts, et que l'opposition coalisée pouvait donner 3 807 500 voix. Vous voyez donc que l'opposition bat le RDPC. Ce n'est pas quelque chose à part la tricherie. L'opposition bat le RDPC. Donc le seul combat du RDPC actuellement, c'est de ne pas coaliser. De ne pas laisser l'opposition coaliser. Donc comprenez que tous les opposants qui ne coalisent pas travaillent pour le RDPC. Merci.